Merci beaucoup Olivier et bonjour à tous. Oui, en effet, quand on parle de lecture littéraire, il est clair qu'on parle de l'ensemble du continuum de l'enseignement de la lecture et bien entendu notamment de l'enseignement secondaire. J'ai quand même plaisir à dire que ce que j'ai entendu jusqu'à présent dans cette journée est en parfaite convergence avec un certain nombre de propositions et de pratiques que je souhaiterais préconiser à propos de l'enseignement de la lecture littéraire. Donc il n'y a pas, à mon sens, de rupture, ni sur le plan des principes, ni sur le plan des méthodes, entre les premiers apprentissages, même s'ils sont centrés sur une lecture plus cognitive, sur le code, sur la compréhension élémentaire, même quand elle concerne déjà les textes, mais il n'y a pas de rupture entre cette lecture-là, entre cet apprentissage-là et ce dont nous allons parler maintenant. Alors voici le menu de mon propos, puisqu'on va parler de lecture littéraire, il faut peut-être d'abord voir de quoi on va parler. Ça va prendre un petit temps déjà de parler de cette définition, parce qu'elle ne fait pas nécessairement consensus. À partir de cette définition, il faudra se demander quel est l'enjeu de cette lecture littéraire, pourquoi l'enseigner, et bien entendu ensuite comment développer cela dans l'enseignement tout au long du cursus. Un petit mot ensuite pour parler des recherches déjà réalisées à propos de cette compétence-là. Ça fait quand même maintenant une vingtaine d'années qu'il y a des travaux assez nombreux là-dessus et on peut en dire un petit mot déjà. On peut aussi parler des limites de ces recherches et puis je conclurai par une réflexion sur le défi que ces recherches posent à l'éducation. Alors un petit mot d'introduction d'abord pour vous dire des choses que vous avez déjà entendues à vrai dire, mais qui s'appliquent parfaitement au problème de l'enseignement de la lecture et de la littérature. Un certain nombre d'obstacles s'opposent à cet enseignement. L'excès de contraintes, quand les enseignants sont enfermés dans un programme trop précis, trop rigoureux, ils n'ont pas la marge de manœuvre pour réguler avec leurs élèves ce dont ils ont besoin. L'excès de liberté, à l'inverse, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, n'est pas non plus garant d'une qualité d'enseignement. C'est un peu ce que disait Maryse Bianco en plaidant pour un objectif d'enseignement plus explicite. Il faut quand même donner des régulations claires aussi aux étudiants, aux enseignants, pour qu'ils puissent aider leurs élèves à progresser. Les choix de textes, on en a parlé aussi, donc je ne vais pas m'y attarder. Ils peuvent être mal équilibrés, c'est-à-dire qu'on a parfois des textes qui sont exclusivement des textes pour la lecture autonome de l'élève, mais qui du coup sont parfois trop faciles, ou à l'inverse, on travaille sur des textes qui sont uniquement des textes résistants, comme on dit, et qui sont peut-être à un niveau cognitif trop élevé pour les élèves, et ceci prévaut aussi bien dans l'enseignement secondaire que dans l'enseignement primaire. Les conceptions de la lecture et du texte, c'est un peu la même idée. Elles peuvent être réductrices, elles peuvent être trop centrées uniquement sur des questions d'analyse, de réflexion savante, de réflexion déjà presque préadulte. Et au contraire, elles peuvent parfois être trop basées uniquement sur l'objectif de favoriser la lecture cursive la plus grande possible. Il y a peut-être un équilibre à penser de ce côté-là. Alors c'est clair que beaucoup d'enseignants, je dirais presque tous, j'en rencontre énormément, se plaignent de l'excès d'évaluation. Si la lecture ne sert qu'à réaliser des questionnaires, si c'est uniquement de la vérification de savoir lire déjà acquis, on n'apprend pas vraiment à lire. On apprend juste à vérifier que l'élève a acquis des processus. Et peut-être que la difficulté majeure, c'est bien cette place trop grande accordée au contrôle des acquis, à ce que l'élève sait déjà faire par rapport à ce qu'il a appris à faire ou ce qu'il apprend à faire en séance avec l'enseignement. On va en parler. Il y a également, on l'a dit également tout à l'heure, une absence de progression et d'intégration des activités de lecture et d'écriture, alors qu'on voit bien qu'elles se profitent mutuellement. Je pense que les données collectées par Roland Guagou l'ont déjà démontré de façon très éclairante tout à l'heure. Il y a aussi une confusion entre lecture et littérature. Alors là, je voudrais quand même en dire un tout petit mot. La littérature, ce n'est pas que de la lecture, c'est aussi du travail d'écriture. C'est aussi du travail qui passe par la voix, par l'expérience culturelle, au théâtre notamment. Et la lecture, bien sûr, n'est pas que littéraire, on a déjà eu l'occasion de le dire, et on aura encore l'occasion de le dire pendant cette conférence de consensus. En clair, voilà une série de problèmes qui justifient la place accordée à cette notion de lecture littéraire. Cette notion de lecture littéraire est une notion stratégique, on va le voir, qui a été mise au point par des didacticiens pour essayer de surmonter les obstacles que je viens d'évoquer. Alors pour autant, cette notion ne vient pas des didacticiens. Elle a été d'abord promue par des théoriciens de la littérature il y a déjà un certain temps, et l'idée de ces théoriciens de la littérature, c'était d'émanciper en quelque sorte le lecteur. C'était de montrer que le lecteur était responsable, en partie au moins, de la manifestation de la valeur littéraire des textes. Alors déjà Margescu, je ne vais pas peut-être détailler trop cela parce que c'est de la théorie, mais Margescu, il y a une trentaine d'années, notait déjà que si on le décidait, un simple fait divers pouvait être lu comme un texte symbolique et polysémique.
Une démonstration tout à fait passionnante d'ailleurs. Gervais, qui est un chercheur québécois, a montré, lui, qu'une lecture pouvait être un passage de la régie de la progression, donc on essaie de voir comment le sens progresse, vers une régie de la compréhension plus centrée sur le sens, la compréhension, l'interprétation, et que c'était à mesure qu'elle progressait de l'un vers l'autre, qu'elle allait d'une régie vers l'autre, que la lecture se faisait de plus en plus riche et donc de plus en plus littéraire selon Gervais. Et Picard, enfin, il y a déjà presque 30 ans, disait que la lecture littéraire était pour lui un jeu entre les différentes dimensions du lecteur, et en particulier ces dimensions psycho-affectives et intellectuelles. Alors, on va y revenir. Cette notion a été didactisée il y a déjà maintenant une vingtaine d'années, à la suite notamment d'un colloque dont j'étais un des organisateurs à Louvain, en Belgique. Et depuis lors, c'est vrai que c'est une notion qui est devenue presque plus didactique que théorique. Elle est beaucoup plus présente dans le champ des enseignants, des formateurs. Elle est présente dans beaucoup de programmes, de manuels, et peut-être un peu moins, elle est un peu moins au premier plan chez les théoriciens de la littérature. Elle est devenue un modèle de référence stratégique pour la formation des enseignants, le travail des élèves. On la voit apparaître dans les programmes du primaire en France, avec des apparitions, des disparitions et des réapparitions. Je ne vais pas détailler ça, mais elle est revenue en force, en tout cas dans les dernières instructions relatives au primaire en France, dans les toutes dernières instructions. Dans le secondaire en Belgique, elle y est déjà depuis une quinzaine d'années, au Québec aussi. Bref, c'est une notion qui a vraiment pris une place assez centrale, très présente dans les recherches, dans les colloques, dans les publications. Alors, pour autant, il n'y a pas de consensus sur cette notion de lecture littéraire. Alors, je vais commencer par évacuer, si vous le permettez, 3 conceptions qui me paraissent un peu dépassées, en tout cas qui sont de moins en moins préconisées. La première, c'est la conception la moins construite, c'est celle qui dit que la lecture littéraire est simplement la lecture de la littérature. Alors à ce moment-là, toute lecture de la littérature devient une lecture littéraire, y compris les lectures les plus traditionnelles, les moins didactisées, les moins travaillées avec les élèves. Donc ce n'est pas une définition qui a un contenu particulier. Alors il y a une conception qui est très prégnante depuis quelques années, mais peut-être en réaction avec d'autres, qui est de dire que la lecture littéraire est avant tout une lecture participative ou subjective, qui laisse une place maximale à la liberté de l'élève, et qui ne se préoccupe pas trop du sens commun, de la construction d'une communauté interprétative au sein de la classe. On voit bien que cette définition qui peut avoir sa place à l'intérieur d'un ensemble de pratiques, si elle est absolutisée, si elle est radicalisée, elle crée des problèmes, parce qu'à ce moment-là, chaque élève fait sa lecture de son côté, du moment que c'est une lecture subjective, elle est bonne, et on voit bien qu'il n'y a pas de construction commune du sens des textes avec les élèves. Alors, à l'inverse, une autre conception qui est dominante encore dans les programmes du secondaire, notamment en France, c'est celle qui assimile parfois la lecture littéraire à une lecture purement analytique, purement distanciée. Et là, à l'inverse, le sujet lecteur n'a pas du tout sa place. L'élève est seulement invité à lire ce que l'institution scolaire lui demande de lire, et en suivant la bonne lecture proposée par le maître. Alors, c'est pour dépasser un peu cette aporie, cette impasse des définitions que je viens d'évoquer, que voici déjà une vingtaine d'années, avec des collègues, nous avons mis au point cette notion un peu dialectique de la lecture littéraire, qui insiste sur l'idée qu'une lecture littéraire, une lecture mérite d'être qualifiée de littéraire quand elle organise un va-et-vient didactiquement organisé entre une attitude de distanciation à l'égard du texte, c'est-à-dire une lecture analytique, interprétative, peut-être plus savante, c'est-à-dire on cherche des informations, on cherche à apprendre en lisant, et à côté de ça, une autre pratique qui est la lecture justement de participation plus psycho-affective, plus subjective, plus basée sur la lecture des référents et donc leur lecture plus libre, une lecture qui peut être qualifiée de plus ordinaire aussi, eh bien que ce serait ce va-et-vient-là qui mériterait d'être préconisé dans les classes tout au long de la scolarité, depuis le début des apprentissages jusqu'à la fin du secondaire. C'est donc un modèle stratégique du coup, qui vise, vous l'avez bien compris, à équilibrer les dimensions rationnelles et passionnelles de la lecture, ou subjectives et intersubjectives si vous préférez, à prendre en compte aussi la richesse effective du rapport à la littérature. Il semble en effet que si la littérature a le succès, l'importance qu'elle a dans la société, dans la culture, c'est parce qu'elle active précisément cette double activité, ce double rapport au texte, qui est au fond un rapport maximal aux possibilités du sens, et qui est en même temps un rapport qui n'a rien d'exceptionnel, d'inatteignable, qu'il est parfaitement possible de le développer chez tous les lecteurs. Alors, c'est aussi une conception qui permet d'avoir une vision double du rapport à la culture, au corpus, au patrimoine littéraire, notion qui a de plus en plus d'importance à mesure qu'on avance vers le lycée. En effet, on pourrait dire que d'un côté, il est vraiment essentiel d'acquérir des référents et des prototypes communs qui permettent de s'orienter dans le monde de la littérature. C'est ce que dit à sa manière Pierre Bayard dans ce livre un peu provoquant, Comment parler des livres qu'on n'a pas lus,
Bayard dit l'important à l'école, ce n'est pas d'avoir tout appris, ce n'est pas d'être encyclopédique, mais c'est de pouvoir s'orienter, de donner des codes qui permettent de situer les livres, les genres, les courants les uns par rapport aux autres. Ça, c'est la culture commune. Et à côté de ça, il est important aussi que l'élève se constitue une culture plus personnelle, qui est sa bibliothèque intérieure à lui, une culture qui soit élargie à l'ensemble des possibilités de lecture et pas seulement des œuvres du patrimoine, donc des lectures aussi paralittéraires, de bandes dessinées, d'albums, etc. Donc on voit bien que l'idée du rapport double entre subjectivité, intersubjectivité, rationalité et passion, il se joue aussi à propos du corpus des textes à lire. Alors, Brigitte Louichon a noté il y a quelques années qu'on pouvait s'accorder, malgré les différences d'approche entre les différentes définitions, au moins sur un minimum commun à propos de la lecture littéraire. C'est un certain rapport au texte littéraire, en tout cas. C'est une activité ou un modèle qui est devenu d'abord didactique, qui suppose une attention particulière à l'activité de l'élève lecteur, qui suppose aussi une conception, une attention particulière à la classe comme communauté interprétative. En tout cas, note Louichon, la lecture littéraire est moins une compétence à évaluer au sens strict du terme qu'une manière de lire, on pourrait dire un peu comme on l'a dit tout à l'heure, un esprit général, comme disait Maryse Bianco, un esprit à développer à propos de la lecture et de la littérature. Bon, je vais peut-être passer ceci, puisque ça ne fait que répéter ce que je viens de dire. Alors, pourquoi enseigner cette lecture littéraire? Je crois que vous l'avez compris, hein, les enjeux sont contenus dans la définition elle-même, mais je vais quand même en préciser 6. D'abord, il s'agit de redonner sens et goût à l'enseignement de la lecture et à la littérature en le centrant sur l'activité effective des élèves. Je crois que nul ne peut en disconvenir. Deuxièmement, il s'agit de développer chez les élèves une lecture adaptée à la richesse des textes littéraires. Le rapport à la littérature suppose un autre rapport au temps, un autre rapport au savoir, au monde, à soi, aux autres. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu essentiel pour l'école à développer cela. Troisièmement, il s'agit d'apprendre aux élèves à enrichir toute leur lecture, y compris leur réception informative, audiovisuelle, hypertextuelle. En d'autres termes, la lecture littéraire n'est pas fermée sur la littérature. C'est une manière de lire qui s'initie en particulier à travers la littérature, vu la richesse de ce corpus, mais qui peut parfaitement être transférée à toutes les lectures et donc qui profite à toutes les compétences de la vie ordinaire. Alors, quatrièmement, on peut dire aussi que cette approche de la lecture permet de faire de la classe et de la lecture, faire de la classe de lecture et de littérature, un espace de partage, d'interaction, de construction commune, puisqu'on sort de l'idée que l'élève lit tout seul. On est vraiment dans l'idée, là on est très proche de ce que disaient Roland Guagou, Maryse Bianco ou encore Sylvie il y a un instant. On est bien dans l'idée que c'est dans l'interaction avec un rôle du maître qui est quand même très guidant et balisant, que ce travail va pouvoir s'élaborer, mais avec une réelle prise au sérieux de la parole de l'élève. C'est aussi, cinquièmement, un enjeu de développement chez les élèves d'une réflexivité sur leur pratique de lecture. Vous voyez comme tout converge par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vraiment important que l'élève soit appelé à nommer, à réfléchir à ce qu'il fait en lisant et à pouvoir expliciter ses processus. Donc on est bien dans l'idée d'un enseignement explicite à cet égard-là. Et c'est aussi la diffusion d'une conception non cloisonnée de la lecture. Et là aussi, on rejoint ce qui a été dit, qui articule cette lecture aux pratiques d'écriture, d'écoute et de parole. Alors, plus particulièrement, un septième enjeu concerne ce fameux va-et-vient entre participation et distanciation. Il semble vraiment important de permettre aux jeunes de s'exercer dès le plus jeune âge, dès la première année du primaire jusqu'à la fin du secondaire, à la fois s'immerger dans les textes, ce qu'on appelle la lecture ordinaire, mais aussi à pouvoir analyser, interpréter ce qu'ils lisent et à pratiquer ce va-et-vient parfois au cours d'une même lecture, en alternant les postures. Il y a donc un apprentissage d'un regard pluriel qui est vraiment l'enjeu principal, qui concilie l'adhésion et la distance, l'unité et la différence, la conformité et la subversion aussi. Je ne vais peut-être pas détailler tout cela, il y aurait beaucoup à en dire. Aussi le rapport à la réalité et le rapport à la fictionnalité, tout cela va de pair avec ce jeu de la lecture entre participation et distanciation. On peut aussi dire qu'il y a des liens entre le rapport à l'esthétique classique et à l'esthétique moderne. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, mais je n'ai malheureusement pas le temps de le développer ici. Alors concrètement, comment faire ? Il est clair qu'à chacun des objectifs que j'ai indiqués correspondent des pratiques de lecture. Ils ont été détaillés dans plusieurs ouvrages depuis une vingtaine d'années. Ils ont été expérimentés dans beaucoup de classes. Alors, en résumé, du côté de la participation, de la lecture plus affective, plus participative, on peut dire que, par exemple, il est essentiel de prendre appui sur les lectures réelles des élèves, de partir de ce qu'ils perçoivent réellement, pour pouvoir, à partir de là, construire un débat interprétatif.
Il est important de stimuler l'appropriation sensorielle aussi de l'objet texte, particulièrement avec les élèves les plus jeunes, mais aussi avec des élèves plus âgés, que le livre devienne un objet qu'on s'approprie affectivement, presque sensuellement, qui ne soit pas seulement un objet de la classe, un objet intellectuel éloigné de la pratique culturelle. Il s'agit aussi, bien sûr, de stimuler la participation affective, le rapport imaginaire au texte, à travers l'interaction qu'on aura à propos des textes, amener les élèves, et là les exemples que Sylvie donnait à l'instant sont très intéressants, amener les élèves à se projeter dans la pensée des personnages, par exemple, c'est une manière d'intérioriser le fonctionnement narratif et d'être en même temps dans un certain rapport affectif à la lecture. Mais du côté distanciation, on voit bien, alors là, l'intérêt de travailler sur tout ce qui va stimuler la réflexion sur le processus de lecture en cours, et stimuler par là la réflexivité sur cet acte-là, une pratique en particulier que j'ai beaucoup préconisée dans les formations initiales et continuées que j'ai pu contribuer à donner, c'est la pratique du dévoilement progressif, qui consiste à lire un texte narratif pas trop long, donc une nouvelle par exemple, par étapes, en coupant le texte en 3 ou 4 morceaux et en faisant des arrêts sur image. Et à chaque arrêt sur image, eh bien, on regarde ce qui est en train de s'élaborer. On interroge les élèves pour leur permettre de dire un maximum de ce qu'ils comprennent, de ce qu'ils ont comme hypothèse sur le sens déjà construit par le texte, mais aussi en train de se construire, et sur les anticipations de ce qui pourrait se produire. On peut d'ailleurs à certains moments interrompre jusqu'à leur faire écrire, à leur faire imaginer par écrit la suite du texte. C'est en tout cas un processus qui permet de jouer au maximum sur les interactions entre lecture, oralité, écriture, et qui permet de maximiser la réflexion sur l'acte de lecture en cours. Et c'est une pratique qui en plus a une dimension ludique, puisqu'on joue sur l'énigme, sur le dévoilement, qu'est-ce qui va se passer, le suspense, la tension narrative dont parle notamment Baroni. Donc il y a là un travail qui est extrêmement efficace sur le plan didactique, on a déjà pu l'éprouver souvent. Il y a tout un travail sur l'initiation à la diversité des niveaux de lecture. Un même texte littéraire peut être lu selon une approche historique, biographique, sociologique, psychologique. Donc je crois qu'il est important de pouvoir le montrer, non pas seulement par un discours savant, mais en donnant aux élèves des outils qui leur permettent de déployer 3, 4 lectures d'un même texte, de préférence un texte bref pour que la démonstration ne soit pas trop lourde à leurs yeux, mais ce sont des choses qu'on peut faire sur un poème de Baudelaire, par exemple, de façon très, très commode et très efficace. Apprendre aussi à repérer, à manipuler des genres, que les élèves soient familiers avec les différents genres textuels, qu'ils sachent comment fonctionne un poème par rapport à un récit, ça c'est la base évidemment, mais aussi à l'intérieur des récits, qu'ils apprennent à s'approprier les différentes catégories génériques, qu'ils apprennent à manipuler des intertextes. Olivier de Zutter nous montrait combien connaître une citation de Boileau, ça pouvait aider à comprendre ses subversions dans certains usages. Les intertextes, donc c'est-à-dire les textes qui viennent de la culture plus savante, certains stéréotypes qui nous aident à mieux comprendre. Donc les textes, les stéréotypes ne sont pas rejetés, ils sont des béquilles, ils sont des balises pour la lecture, ils aident le lecteur à construire du sens pendant qu'il lit, pour autant qu'on aide l'élève à les expliciter. Il s'agit aussi d'apprendre à distinguer les différentes formes d'évaluation qu'on peut faire d'un texte. Avec les élèves, il y a tout un travail sur la différence entre « j'aime, j'aime pas », ça c'est le jugement de goût. Bon, tous les élèves sont capables de dire « j'aime, j'aime pas », mais ce n'est pas très intéressant qu'ils en restent là. À partir de là, construire le jugement de valeur, c'est-à-dire les aider à distinguer plusieurs critères d'évaluation et les amener à pouvoir constater que même un texte que l'on n'a pas aimé, eh bien, on peut quand même lui reconnaître de la valeur parce qu'on est capable d'objectiver un certain nombre de fonctionnements de ce texte. Et qu'un texte qu'on a aimé, on peut aussi reconnaître qu'il a des limites du point de vue de certains critères d'évaluation. Et puis enfin, il y a aussi toute une série d'activités qui amènent à nous-mêmes, en tant qu'enseignants, varier, diversifier les modes d'évaluation en ne se limitant pas au sacro-saint questionnaire de lecture qui produit parfois plus d'effets pervers que d'effets féconds. Alors les recherches en cours, j'ai dit qu'elles étaient nombreuses, beaucoup de recherches surtout qualitatives et descriptives, ça c'est la différence avec la grande recherche que Roland et Sylvie sont en train de mener et que d'autres sont en train de mener, c'est qu'on n'a pas fait de grandes recherches sur toute la France, sur des centaines de classes, mais malgré tout cette notion de lecture littéraire travaille depuis plus de 20 ans dans les différents pays francophones, à tous les niveaux scolaires. Elle a été aussi bien travaillée au début du primaire qu'à la fin du secondaire, en passant par le collège. Ces recherches ont travaillé d'une part sur des ensembles de pratiques. On a essayé de comprendre quelle était la logique de l'enseignement de la lecture littéraire à différents niveaux scolaires, dans différents pays, dans différents contextes. On a essayé d'identifier plus précisément certains dispositifs, comme les cercles de lecture, comme le dévoilement progressif dont je parlais tout à l'heure, et certains types de production aussi,
qui sont liées à cet enseignement de la lecture. Le fait de faire écrire par les élèves des écrits intermédiaires, par exemple, des textes de mémoire, des notes de lecture qu'on prend pendant qu'on lit, ou des journaux de lecture, ou des carnets de lecture, voilà des pratiques qui ont été expérimentées de nombreuses fois et évaluées comme étant très fécondes. Ce que l'on constate, c'est que ces recherches ont profondément modifié l'enseignement de la lecture et de la littérature aux différents niveaux scolaires. Il suffit de comparer ce qu'il y avait dans les programmes et les manuels il y a 20-30 ans et ce qu'il y a maintenant. On voit bien que ces recherches ont vraiment innervé, elles ont profondément modifié ces outils, et qu'elles ont aussi désormais été bien installées dans la formation tant initiale que continuée des enseignants, tant en France qu'au Québec, en Belgique ou en Suisse. Les limites, c'est qu'on n'a pas de grandes recherches quantitative sur cette question, mais peut-être que des recherches comme celle que Roland est en train de mener avec son équipe, je le sais, sur le CP, peut déjà nous donner quelques indications sur la place de certaines démarches de type de lecture littéraire, même si évidemment ce n'est pas au CP qu'on peut le plus pratiquer cela peut-être, mais il y a également d'autres recherches maintenant qui commencent à se lancer, notamment sous l'égide de Sylviane Haar et de Isabelle de Peretti, qui sont en train de mener une échelle plus réduite, une analyse assez approfondie des pratiques enseignantes autour de la lecture analytique, mais pour justement regarder si cette lecture analytique n'est qu'analytique dans les collèges en France. Et d'autre part, une autre limite, c'est que ces recherches sont surtout francophones, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'équivalent dans les autres langues culture, mais c'est vrai qu'il y aura encore un travail peut-être plus international à mener autour de cette notion de lecture littéraire. Il y a encore un travail à approfondir sur la progression au fil des âges de la lecture littéraire. C'est un travail auquel je m'attelle avec quelques collègues, mais il y aurait lieu de le poursuivre. Et il y a évidemment tout le défi du numérique. Quelle place pour les pratiques de lecture littéraire face à ce développement accéléré des nouveaux supports, des nouveaux modes de lecture, pratiques multimédiatiques? Je serais tenté de dire que ça ne change pas fondamentalement les objectifs de la lecture littéraire, mais ça change les supports et peut-être qu'un certain nombre de procédures devraient tenir compte davantage de ce rapport nouveau aux supports multimodaux. Mais il y a des recherches là-dessus. Les travaux de Brigitte Louichon sur ce qu'elle appelle les OSS, c'est-à-dire les objets sémiotiques secondaires, c'est-à-dire les traces de littérature disséminées dans les médias aujourd'hui. Et Dieu sait s'il y a des traces, des parodies, des citations. Eh bien, elle montre à quel point travailler sur ces traces-là, ça donne du sens à l'enseignement de la littérature grâce justement à l'environnement numérique. Il y a aussi des thèses en cours sur la place de la lecture dans les blogs, dans les forums, y compris des blogs et des forums de collégiens et de lycéens. Et puis sur la notion de littératie multimodale, il y a même un nouveau groupe de recherche qui s'est lancé là-dessus au Québec. Pour conclure, j'espère vous avoir convaincu qu'il y avait un enjeu, évidemment, à cette lecture littéraire. La question qu'il faut se poser, c'est quelle place veut-on donner à l'école à ce rapport à la culture et à l'interprétation, à côté d'autres objectifs tout à fait louables, comme le rapport à la communication et à l'information. Dans quelle mesure l'institution scolaire veut-elle continuer à préconiser une conception riche et dynamique de la lecture et de la littérature, à l'heure où beaucoup d'élèves, semble-t-il, s'en détournent parce que tentés par d'autres sirènes? Et en tout cas, voilà, la question est-ce que nous sommes, qui servira à conclure cet exposé, c'est est-ce que nous sommes prêts à défendre les enjeux culturels, cognitifs et psycho-affectifs de la lecture littéraire qui paraissent, me semble-t-il, particulièrement cruciaux à l'heure du numérique et de l'accélération généralisée, où l'on pourrait croire que ce sont d'autres valeurs, d'autres modes de lecture, d'autres temporalités qui s'imposent, alors que peut-être on n'a jamais eu autant besoin de culture, de réflexion et d'humanité à travers ce que la littérature nous apporte. Je vous remercie de votre attention.